Говорит Москва. Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast du dimanche soir. Vous savez que nous avons un podcast régulier, ordinaire, qui paraît tous les mois, le 15 du mois. Et un podcast qui paraît le dimanche soir, chaque fois que l'actualité l'exige. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 août et je vous souhaite donc la bienvenue à bord. C'est parti! Alors, concernant justement le podcast du mois, qui doit paraître le 15 août, eh bien, ce sera l'exception qui confirme la règle, puisque le podcast paraîtra, non pas le 15, mais le 13. Il paraîtra avec 2 jours d'avance. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous enregistrons le 11 août, et je ne voulais pas laisser passer trop de temps entre l'enregistrement et la parution. Aujourd'hui, nous allons parler du conflit en Ukraine, et nous allons parler des 3 mousquetaires, à savoir, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, mais Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Tout d'abord, le conflit en Ukraine. Eh bien, les 40 jours à l'issue desquels le président illégitime Zelensky avait dit que Vladimir Poutine serait contraint de s'asseoir à la table des négociations, eh bien, ces 40 jours sont passés et force est de constater que alors on peut le déplorer d'une certaine manière, mais il n'y a en tout cas pas de président à la table des négociations. On peut le déplorer selon où qu'on se situe, mais enfin ceux qui veulent la paix, il paraît que c'est d'extrême droite de vouloir la paix. J'ai entendu ça sur une chaîne de désinformation que je ne citerai pas. Dans ces cas-là, moi je suis désolé, mais je suis assez fier d'être d'extrême droite. Si l'extrême droite c'est la paix et l'extrême centre et la gauche c'est la guerre, vous pensez bien que voilà, moi je suis désolé, mais voir des gosses mourir sous des bombes, quels qu'ils soient et où que ce soit, ça ne peut pas me réjouir. Mais évidemment, depuis un plateau de télévision grassement payé, c'est facile. Et je vois qu'il y en a qui ne s'en privent pas, malheureusement, et qui ne se privent pas de compter les points et d'encourager la guerre. C'est tout à fait déplorable. Toujours est-il que 40 jours sont passés au cours desquels, on ne va pas se mentir, la Russie a subi des frappes assez importantes. Des frappes dont certaines sont stratégiques, d'autres absolument pas stratégiques. Je ne pense pas, comme ça s'est passé par exemple à Gelendzhik, qui est une station balnéaire au bord de la mer d'Azov, eh bien je ne pense pas que frapper des baigneurs sur une plage soit une cible militaire très importante. De même que commettre un attentat dans un restaurant, je pense pas que ce soit vraiment très indiqué. Si les Russes s'étaient rendus coupables de ce genre de choses, que n'aurait-on entendu en matière de condamnation et autres ? Cela dit, il y a quand même des choses dont on peut s'inquiéter si on se situe côté russe, c'est-à-dire que les environs de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont été frappés, mais il y a eu également des frappes sur des raffineries en Sibérie, il n'y a qu'en Extrême-Orient où ils ne sont pas allés. Mais c'est un peu proche de la Chine, il faudrait quand même qu'ils fassent attention, parce que s'il y a une bavure côté chinois, là c'est plus la même. Bon, mais cela étant dit, récemment il y a eu une raffinerie qui a été mise hors service par des drones ukrainiens dans les environs de Samara.
C'est au bord de la Volga, pour ceux qui ne savent pas. Et évidemment, ces frappes ont eu pour effet d'abord une augmentation du prix de l'essence, alors il a pu baisser ensuite, mais il y a eu une espèce d'effet de panique qui a abouti à des pénuries momentanées. Tout ça, évidemment, est fait pour déstabiliser. Ce n'est absolument pas fait. C'est absolument insuffisant pour changer la donne d'un point de vue militaire, on s'en doute. En revanche, c'est fait pour déstabiliser l'ordre public à l'intérieur de la Russie, pour déstabiliser les populations civiles. Aller jusqu'à dire que ça marche, oui, ça marche un peu, dans la mesure où, eh bien, il y a des gens qui se sont retrouvés un peu en panique et qui sont allés faire le plein. Il y a eu des ordres et des files d'attente aux pompes à essence, les stations-service, mais ça s'est à peu près arrêté là. Par contre, effectivement, en Crimée, ça a été... bien, il y a eu des gens qui, vous savez, Crimée vit beaucoup du tourisme balnéaire pendant l'été. Eh bien, cette année, évidemment, tout ça aura été considérablement perturbé. Mais ça fait pas gagner une guerre. Alors, ça peut permettre, selon les stratégies anglo-saxonnes, parce que ce sont les anglo-saxons qui sont derrière, hein. Selon les stratégies anglo-saxonnes, cela peut permettre de générer du mécontentement au sein de la population pour éventuellement, je dis bien éventuellement, parce qu'en réalité ça ne marche jamais, à moins qu'il y ait des interventions de l'extérieur, mais donc ça peut générer, le cas échéant, et effectivement ça peut, c'est fait pour générer du mécontentement et un basculement de l'opinion publique qui peut aller jusqu'à une révolte contre le pouvoir en place. Ce serait bien mal connaître les Russes et la Russie que de croire que les Russes sont en mesure de se révolter de façon tangible contre le pouvoir. Ça me paraît être une imbécilité. Par contre, ça fait considérablement souffrir la population. Alors je parle pas seulement de la Russie c'est encore rien, mais même si les gens souffrent beaucoup, hein, parce que c'est en réalité, vous savez, il y a moins de différences ethniques entre les Russes et les Ukrainiens qu'entre les Provençaux et les Alsaciens, hein. Et ça déchire des familles, enfin c'est d'un point de vue sociologique, ce qui se passe est absolument terrible et aura des répercussions qui iront bien au-delà du présent conflit. Alors, voilà, malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est que... Alors, bien sûr, les Russes ont répondu à tout ça. Ils ont répondu en frappant et en bloquant le port d'Odessa, en frappant des navires, en empêchant la navigation et l'exportation des céréales ukrainiennes. C'est embêtant, hein, juste au moment des récoltes, c'est quand même très problématique. Et les Russes sont en train de frapper des lignes de chemin de fer et des locomotives. Y compris d'ailleurs dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu une locomotive de passagers qui a été frappée, mais juste la locomotive, c'est-à-dire qu'on ne déplore fort heureusement absolument aucune victime. Mais la locomotive est hors d'usage et donc le train, je crois que c'était un train justement qui reliait Dniepro à Odessa justement. Donc là, s'il commence à très sérieusement frapper la chaîne logistique, ça pourrait avoir des conséquences. Des conséquences très importantes sur l'approvisionnement. Approvisionnement toujours. Donald Trump a déclaré, alors il faut toujours le prendre avec des pincettes, mais aurait dit à Zelensky que lui, maintenant ses missiles, il se les garde, puisque son ami Netanyahou l'a obligé à ouvrir un nouveau front en Iran, et que là, ça commence à faire beaucoup, et toute superpuissance qu'elle est, l'Amérique n'a pas les moyens d'être, si j'ose dire, au four et au moulin. Par conséquent, défense de rire. Par conséquent, c'est un vrai problème.
Et là, le président Trump a indiqué à Zelensky qu'il avait des priorités. Apparemment, aurait été refusé à Zelensky, je dis bien aurait parce que c'est inconditionnel, la fabrication de Patriotes sous licence. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les questions militaires parce que d'abord, je ne suis pas connaisseur, c'est pas mon domaine, et vous avez beaucoup d'autres sites qui vous présentent, beaucoup d'autres plateformes d'information qui vous présentent des cartes sur les avancées des uns, les reculades des autres, etc. Je ne vais pas vous abreuver de nom de village inconnu, en tout cas inconnu de moi, ça c'est certain, et par conséquent, mais enfin, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des avancées, certes assez modestes côté russe, encore que certains n'aimeraient pas m'entendre dire que ces avancées sont modestes, mais enfin, depuis le temps qu'on nous dit qu'ils avancent, normalement, là, ils devraient bientôt arriver à Brest, mais pas à Brest-Litovsk, à Brest dans le Finistère. Donc je crois que là aussi il faut être assez prudent en matière d'information et rester là aussi un peu garder un certain recul, on va dire. Passons donc au sujet suivant que j'ai prévu pour cette semaine, à savoir c'est toujours on quitte pas les Russes, puisqu'on ne fait que parler d'eux. Alors, vous l'avez bien compris, il s'agit de Glucksmann, Philippe et Attal qui sont plus ou moins déclarés candidats à la présidence de la République pour l'élection de 2027 et qui se disent déstabilisés par la Russie. Alors, bon, on va être extrêmement clair. Ce sont des gens qui n'intéressent absolument personne et ils le savent. Christian Combaz, qui a toujours le sens de la formule, dans un post sur sa chaîne Campagnol, a parlé d'élection des délégués de classe. Franchement, Attal, Glucksmann ou Édouard Philippe, ils font vibrer qui ? Vous êtes sérieux 2 minutes, quoi. Je veux dire, ça intéresse qui. Et ces gens-là, pour susciter l'intérêt, pour faire le buzz, pour qu'on parle d'eux, eh bien, sont allés inventer, et je suis sûr qu'ils l'ont inventé de toutes pièces, avec leurs amis de Mediapart, avec des machins, avec les trucs, la presse amie, la presse copine, la presse coquine, la presse, les journalistes voyous, ils ont inventé cette espèce de truc qui font monter en mayonnaise, c'est de l'air chaud. Alors, pourquoi ? Je l'ai dit, parce qu'ils ont besoin qu'on parle d'eux. Pourquoi on peut écarter la Russie ? Parce que si Glucksmann, Attal et Philippe n'intéressent personne, les Russes vont pas dépenser de l'énergie, de l'argent pour se mêler de cette histoire. En revanche, derrière, il y a un objectif. Puisque le crime ne profite pas aux Russes, le crime profite bien évidemment aux 3 précités et au-delà, au système lui-même. Pourquoi ? Eh bien parce que derrière, ce qu'on veut, c'est débattre entre soi, c'est-à-dire ne pas débattre. Et là, ça concerne tout le système, le reniement national compris, et la morue de Montretout aussi. Je vous ai prévenu, je ne retiendrai jamais mes coups contre les dirigeants du Rassemblement national ou de ce que j'appelle le reniement national. Pas contre les militants, même pas contre certains élus locaux qui font un boulot formidable, mais les dirigeants sont vraiment pourris jusqu'à la moelle des os et je ne retiendrai jamais mes coups contre ces gens-là. En revanche, je reste bien entendu toujours respectueux. De toute façon, je suis toujours respectueux des militants d'une manière générale. Même ceux qui n'ont pas mes idées, c'est une question de principe. Cela étant dit et la mise au point étant faite, les points sur les i et les barres sur les t étant mis, je reviens à ma question, à qui profite le crime ? Le crime profite bien entendu à ceux qui ne veulent pas du débat, qui veulent d'un débat entre soi, qui veulent d'un débat contrôlé. Les opposants sont même peut-être pires que le régime lui-même.
Je parle bien sûr des faux opposants. Je pense à ceux comme le RN qui sont programmés pour perdre l'élection. Ils ne sont pas programmés pour gagner l'élection. Ils sont programmés pour jouer le rôle du perdant dans cette espèce de théâtre d'ombre. Donc ces gens en réalité ne veulent pas d'une véritable opposition, et leur bête noire aujourd'hui, parce que le contrôle leur a en partie échappé, eh bien ce sont les réseaux. Et donc aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on débatte, donc ils ont inventé le concept de fake news, le concept de... Merci. Le concept de fake news, le concept de ceci, le concept de cela, de complot, vous pouvez, ça n'en finit jamais en réalité. Et donc ces gens-là veulent débattre entre soi, tous autant qu'ils sont. Alors ils ont fait voter l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, comme si les moins de 15 ans n'avaient pas de parents pour s'occuper d'eux. Non, il faut que ce soit l'État qui réglemente. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a des problèmes, hein, mais c'est quand même aux parents d'abord à élever leurs enfants et à savoir leur dire non. C'est vrai qu'aujourd'hui on est incapable de dire non, donc il me semble que déléguer tout ou partie de l'autorité parentale à l'État me semble un danger extrême. Même si l'État l'appelle de ses voeux, ça me semble, c'est tout simplement c'est déjà du bolchevisme, hein, c'est déjà très très dangereux. Donc ça c'est une chose, mais de toute façon l'objectif c'est pas les enfants, parce que si on voulait protéger les enfants, on commencerait par interdire et par ne pas mettre en place ces espèces d'éducation et affective dès la maternelle. Non. Là, ce dont on parle, c'est le fichage de l'opposition. C'est-à-dire que c'est la fin, de facto, de l'anonymat sur Internet. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit savoir exactement qui pense quoi, qui écrit quoi. C'est très important. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé le 14 juillet. Bon, le petit monarque de pacotille a fait son 14 juillet. Bon, le petit monarque ne peut pas sortir de chez lui sans être conspué. Il ne peut pas aller dans un stade. La moindre apparition publique mal contrôlée, il est conspué par tout le monde. Alors, pour éviter ça, le 14 juillet, parce que le problème, c'est que vous avez dans ce cas-là, vous n'avez qu'une seule solution, c'est ne plus apparaître en public. Alors, vous pouvez effectivement vider les lieux de partout où vous passez, hein, donc mettre de la flicaille absolument partout et vider les lieux de partout où vous passez, ou alors vous contrôlez le public. Et pour contrôler le public, c'est très simple, le 14 juillet, parce qu'on avait quand même besoin de gens pour faire la claque. Donc on a simplement pris l'identité des gens. Comme ça, s'il y en a un qui bouge, on sait tout de suite qui c'est. Et là, c'est exactement ce qu'ils veulent faire sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, quand ils sont apparus, l'extrême centre et la gauche pensaient que les gens de droite bas du front ne sauraient jamais les utiliser. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Les gens de droite et bas du front les ont utilisés avec beaucoup de brio et de dextérité, beaucoup plus que je n'en fais preuve moi-même, n'en doutez pas. Et ils s'en sont très très bien sortis. Ils ont été extrêmement habiles pour utiliser les réseaux sociaux et pour faire bouger l'opinion. Or, il va se passer des choses dans cette élection, c'est évident. Moi, j'ai peur d'un certain nombre de choses. J'ai très peur pour la sincérité du scrutin, beaucoup plus qu'eux. Et par conséquent, on va se retrouver effectivement dans des choses qu'il ne faudra surtout pas dénoncer. Et ceux qui dénonceront, eh bien, seront des pourvoyeurs de fake news, des complotistes, des conspirationnistes, ceci et cela. Bon, bref. Vous connaissez mieux que moi la musique et la chanson, son air et ses paroles, et c'est exactement comme ça que ça va se passer.
Et donc il faut agir en amont, et donc on va inventer ce truc de la Russie qui veut absolument déstabiliser l'élection présidentielle, nous voler l'élection. C'est pas les Russes qui veulent voler l'élection. Les Russes de votre élection, ils s'en contrefichent. Donc, voilà, on est en train de clouer le débat. Alors imaginez les gens qui, comme moi, interviennent depuis Moscou, ils vont avoir quelques ennuis, à mon avis. Tout ça n'est pas grave. Et puis, comme je l'ai dit, il faut absolument qu'on parle de ces gens. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la Russie ne peut pas s'intéresser à l'élection présidentielle parce qu'elle n'a pas de candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat. Aujourd'hui, toute la classe politique, à quelques exceptions près, à la marge, la classe politique aujourd'hui est contre la Russie. On va le dire. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle est contre la Russie. Et c'est très grave parce que moi, ce que j'attends de dirigeants français, c'est pas qu'ils soient pour la Russie, c'est qu'ils soient neutres, c'est qu'ils s'occupent des affaires de la France et pas des affaires de l'Ukraine, pas des affaires des États-Unis, pas des affaires de ceci ou de cela, pas des affaires du Moyen-Orient. Non, on s'occupe des affaires de la France et surtout du niveau de vie et du train de vie de ses concitoyens en France, et on fait en sorte qu'il y ait plus de France en France. Voilà, c'est ça l'objectif, et ce ne devrait être rien d'autre. Malheureusement, c'est pas avec un Glucksmann qui va faire de l'agitation en Géorgie que vous risquez, bien entendu, d'obtenir ça. Alors, certains me diront, oui, mais il y a quand même, les Russes nous mènent une guerre hybride, une cyberguerre, etc. C'est pas faux. Ça n'est pas faux, c'est probablement vrai, il y a probablement des usines à trolls qui viennent de Russie, il y a probablement... Mais cette cyberguerre, on la voit tous les jours ici à Moscou. Tous les jours, on la voit ici à Moscou, n'en doutez pas. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, il existe une cyberguerre, mais les Occidentaux mènent la même en Russie. Voilà, mais ça, on ne vous le dit pas. J'ajoute que la guerre qui est menée, la cyberguerre qui est menée en Russie, l'est avec un avantage certain, notamment de la part des États-Unis, parce qu'une grande partie de l'Internet a été fondée sous souveraineté américaine, alors que dès le début, des gens avaient, avaient alerté sur la nécessité d'une gestion internationale de l'Internet, notamment l'Union internationale des télécommunications. Mais à ce moment-là, les États ont laissé faire. Je pense à certaines choses techniques comme la gestion des noms de domaine et tout ça qui a été souvent fondé sous souveraineté américaine. Et voilà, alors aujourd'hui, on nous parle à droite et à gauche, et notamment en Russie, de reprise de la souveraineté, mais ça sera plus Internet, ça sera quelque chose de national. Et bon, ça nous amènerait trop loin si je développais, je ne vais pas développer. Mais c'est une chose dont il faut être bien conscient. Alors bon, écoutez, le résultat des courses, c'est qu'on va se retrouver avec TF1 et France Télévisions qui auront le groupe TF1 et France Télévisions qui auront le monopole du débat. Ce sera extrêmement insipide. On parlera en long, en large et en travers du bracelet électronique de Marine. On parlera de ce genre de choses. Au bout du compte, ça fera une participation à 40%. Et tout le monde est content, parce que dans l'absolu, eux, ce qui les intéresse, c'est pas la participation. Ce qui les intéresse, c'est de garder le pouvoir et de garder les postes. Voilà, c'est tout ce qui les intéresse. Et chacun ses postes. Alors, pour Marine et ses copains, ce sera des postes de députés. Puis pour Gabriel Attal, Édouard Philippe et ses copains, ce sera des postes à l'exécutif. Mais l'idée, c'est que surtout, rien ne change. Voilà.
J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'ai eu quelques ennuis techniques, ce qui m'a obligé, et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs, à écourter quelque peu ce podcast. Je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de partager, de faire connaître ce podcast à vos amis. À ce propos, je tiens à remercier chaleureusement Denis, Isabelle, Cédric, Philippe, à la fois de leurs encouragements, de leur soutien, de leur partage, de leur aide technique. Vraiment, voilà, c'est que je ne le répéterai jamais assez, mais je leur dois vraiment une fière chandelle. Et il y en a d'autres que j'oublie présentement. Ils me pardonneront. On les citera lors d'un prochain podcast, c'est promis, dès qu'ils reviendront à ma mémoire. Faites-vous connaître, il n'y a pas de problème. Et puis moi, eh bien, je vous retrouve le 13 août avec mon invité. Et si l'actualité l'exige, eh bien, je vous retrouve dimanche prochain. Salut!